on se rend compte du basculement complet, et évidemment ce basculement il a touché le journalisme de plein fouet, parce que derrière tout ça il y a des informations, il y a de l'expertise. L'internaute, il est actif pour le journaliste, il signale des infos, il produit de l'expertise, il raconte son expérience dans des témoignages, et puis, donc ça c'est le côté, on va dire, très positif, très constructif de la participation, mais il va aussi mettre le journaliste sur le grill, il va aussi contrôler son travail, il va le solliciter en permanence pour lui dire pourquoi est-ce que tu n'as pas fait ça, pourquoi est-ce que tu n'as pas raconté telle information, pourquoi est-ce que tu parles toujours pas de cet avion qui a améré sur l'Hudson River, c'est quand même une info incroyable, pourquoi c'est toujours pas sur ton site. Ça c'est des choses qu'on vit au quotidien, cette sollicitation permanente, ce travail sous contrôle de l'internaute. Là aussi, l'évolution, le changement ne touche pas tout le monde pareil. Il y a à peu près 5 ans, je travaillais à Télérama. Je ne sais pas si vous connaissez Télérama. Télérama, magazine culturel, enfin culture et société, on va dire, pour le décrire très vite. J'ai fait un petit article sur un témoignage personnel sur la NPE, sur l'ancêtre de Pôle emploi et des relations que j'avais eues, une anecdote amarrante sur la NPE, je passe les détails. L'article paraît, et puis quelques temps plus tard, je reçois des mails qui ont été envoyés à la rédaction, qu'on a fini par me forwarder, et de conseillers de la NPE qui me disaient on n'est pas d'accord avec votre article, c'est une présentation caricaturale des choses. Et j'ai reçu comme ça 2 ou 3 témoignages. À l'époque, il y avait 0 appel à témoins, appel à réaction dans les articles. C'est vraiment des gens qui faisaient une démarche, un peu comme le courrier des lecteurs, une démarche très active pour trouver, pour envoyer leur réaction. Et j'ai commencé à leur répondre en fait. Et moi, j'avais mes collègues à côté, je leur disais tiens, c'est marrant, j'ai reçu des mails, je ne sont pas contents, etc. Et une des réactions de mes collègues, c'était mais tu t'emmerdes à répondre à ces gens-là? Mais pourquoi tu perds ton temps avec ça? Mais c'est pas notre travail de faire ça. Vous voyez, ça c'était il y a 5 ans. Cet isolement du journalisme, un peu dans sa tour d'ivoire. Et puis vous avez des gueux comme ça qui lui envoient des bouts d'informations. Puis lui, il n'en veut pas. Il dit non, c'est bon, je fais mon travail, j'ai ma ligne à suivre, j'ai mon objectif. Ça m'a frappé parce qu'à l'époque, j'ai vraiment cru que je faisais une erreur en répondant. Enfin, j'exagère un peu, mais j'ai vraiment senti que j'étais bizarre, que j'étais un oiseau, que je ne rentrais pas dans le cadre. Aujourd'hui, c'est si je ne réponds pas aux internautes que je peux avoir des problèmes avec mes chefs. C'est vrai, c'est pas non plus... mais ils peuvent très bien venir voir en me disant c'est marrant, lui il a un problème, il lui faut une réponse. Quoi. Ou il a signalé une info, il a signalé par exemple une erreur dans un article, une faute d'orthographe ou une erreur sur un fait. Pourquoi est-ce que ça n'a pas été corrigé? Donc, vous voyez là aussi le changement qui s'est opéré dans l'affaire. Voilà pour la première partie, donc l'internaute qui est très présent. Premier thème que je voulais aborder. Je dis souvent que l'internaute, on est obligé finalement de l'accepter à sa table, parce que de toute façon il va passer son temps à tambouiner à la porte pour dire qu'il a des choses à faire, et c'est une image que j'utilise beaucoup avec les gens que je forme là-dessus. Et puis si vraiment il tambourine à la porte et que vous ne l'ouvrez pas, il ira sur d'autres sites d'information, sur d'autres blogs, sur d'autres comptes Twitter pour être dans cette conversation. Le deuxième thème que je voulais aborder, et qui est peut-être plus en rapport avec l'ensemble des thématiques que vous avez abordées dans cette journée de conférence, c'est le fait de traiter les données comme une nouvelle matière journalistique. Alors là, c'est un phénomène plus récent. Hein, la montée de la participation, ça date maintenant d'il y a 5-6 ans. La montée des données, du data journalisme, du journalisme de données, c'est vraiment en ce moment, depuis peut-être 2 ans, surtout aux États-Unis et un petit peu en France aujourd'hui. Pour vous donner une idée de ce que ça peut être le data journalisme, je voudrais juste commencer par une vidéo. Qui devrait déjà être chargée maintenant. Voilà, en fait c'est une illustration des grands chiffres de la dette et même de l'économie aux États-Unis. Vous allez voir quel a été le choix de... Attention, je vais parler de la musique, mais bon, c'est pas grave. Donc le coût total de la guerre en Irak, les revenus de l'OPEC en bleu, le fonds de l'OPEC pour le changement climatique, les revenus de Walmart, première chaîne d'hypermarché aux États-Unis, le bonus de Wall Street en 2009, le budget de l'ONU, ce qu'il faudrait pour sauver la forêt amazonienne.
le budget de la défense aux États-Unis, les intérêts de la dette par an chaque année aux États-Unis, ce que les Américains donnent aux charités, enfin fondations, l'aide à la coopération des États-Unis, aux pays en développement, la perte de taxes à cause des paradis fiscaux, le déficit budgétaire californien, et le total des dettes du crédit à la consommation, tout ce qu'on dépense chaque année pour lutter contre l'obésité, le coût total de la crise du crédit dans le monde et la dette des pays africains. Voilà, donc ça c'est un site qui s'appelle Information is Beautiful, je vous conseille vraiment si vous aimez ce genre de visualisation de données qui sont assez frappantes. Là c'est carrément sous forme d'animation, mais la plupart du temps ce sont des charts, enfin des graphiques et des données. Là, on rentre dans une nouvelle façon de faire du journalisme. On va non plus travailler sur des interviews, sur des études, sur des rapports, sur des témoignages, mais on va travailler sur des données. Hein. Typiquement, là, ce qu'on a vu, c'est des données financières qui sont publiques, donc c'est pas très compliqué, mais tout va se jouer dans la manière de mettre en scène ces données, de frapper les imaginations. Donc vous allez tous réagir en disant, voilà, on a des rapports comme ça, des rapports de force, en tout cas des rapports de quantité qu'on n'imagine pas entre, par exemple, le total de la dette des pays africains et les bonus de Wall Street, qu'on peut tout d'un coup mettre en valeur, alors de façon un peu militante, de façon un peu engagée, on va dire en tout cas, pour frapper les consciences. Et ça, cet effet que vous avez eu en regardant la vidéo, ça serait très compliqué de l'avoir avec un texte. On pourrait, si c'est bien raconté, si c'est pédagogique, si c'est explicatif, ou avec des infographies plus simples, moins travaillées, on arriverait peut-être à quelque chose, mais disons que là l'impact est particulièrement fort, quoi. Il y a un bouillonnement autour de ça, de ce journalisme de données. Alors Paulin est parti là, mais ça fait partie des... Paulin est informaticien, enfin développeur à Rue 89, et on a travaillé ensemble sur certains de ces projets. Et un des sites que je vous incite aussi à suivre si ça vous intéresse, ça s'appelle OVNI, WNI. Ça fait partie de ces sites qui suivent ce phénomène de près. Pour comprendre comment ça a émergé, je trouve l'histoire de David McCandless assez intéressante. C'est le type qui est derrière Information is Beautiful, donc ce type d'animation, puis de beaucoup d'autres choses. Comment il en est arrivé au data journalisme, David McCandless? En fait, il travaillait sur les théories de l'évolution aux États-Unis, les différentes chapelles qu'il y avait entre les créationnistes, les chrétiens, les créationnistes, l'intelligent design, les scientifiques qui défendaient Darwin, etc. Et en fait, il s'est aperçu que ce qu'on opposait souvent comme deux mondes, en gros ceux qui refusent Darwin et ceux qui l'acceptent, en fait, était beaucoup plus compliqué que ça. Il y avait une multitude de groupes et d'écoles de pensée, plus ou moins scientifiques, plus ou moins religieuses, sur le sujet. Il fait des recherches là-dessus, et puis un jour il prend une feuille de papier, et il dit c'est alors que j'ai commencé à dessiner un schéma pour faire le point et m'y retrouver. Je me souviens m'être dit, je n'ai plus à écrire l'article, il est déjà sous mes yeux, je viens de faire mon job de journaliste en expliquant clairement la situation que je veux dépeindre. Tout était figurativement décrit, j'ai su que c'était le début de quelque chose et que je voulais continuer dans cette voie. Alors ce qu'il a dessiné sur son crayon, enfin, de manière un peu plus... c'est ce type de schéma en fait. Et en fait tout le travail journalistique, toute la synthèse qu'il avait à réaliser tient dans cet ensemble de ronds avec des petits textes à l'intérieur. C'est un peu petit pour vous, mais ça se retrouve sur le web. Et en figurant ça sur un axe avec des couleurs qui ont diverses significations, de manière assez jolie, en plus assez esthétique, on a quelque chose dans lequel on a envie de se plonger. Enfin, si ça marche bien, en tout cas, on a envie de s'y plonger pour découvrir les informations qui sont données. Pour vous donner une idée de ce que ça donnerait en texte, voilà un lien que j'ai trouvé sur le même sujet, les différentes théories de l'évolution. Ah, non, je l'ai plus... Voilà, je l'ai là. Ouais, OWNI. Voilà, ça c'est à peu près la même chose, l'équivalent en texte du jar que je vous ai donné. Donc encore une fois, différence d'impact assez forte, même si là en plus il y a c'est assez moche, mais enfin, il y a
une volonté de bien présenter les choses et d'être bien didactique dans la présentation. Évidemment, par rapport au chart que je viens de montrer, c'est un peu pauvre, forcément. Alors une dimension qu'on peut ajouter à ça, je parlais de la participation des internautes il y a un instant, on peut ajouter les internautes comme étant une source collective d'informations. En gros, on peut travailler les internautes comme des petites fourmis pour arriver à faire émerger ces données, en tout cas, ou aller soit les recueillir, pardon, soit les traiter. Donc là, on parle de crowdsourcing dans ce cas-là, hein, de sources par la foule, hein, de sources qui viennent par la foule, pour une très mauvaise traduction. Et un exemple de crowdsourcing qui est assez connu et qui a assez marqué les esprits, c'est l'opération menée par le Guardian, le quotidien anglais le Guardian, sur les notes de frais des députés, des membres of Parliament, des membres du Parlement en Angleterre. Avec, alors ça c'était la vieille version, enfin l'idée c'est la première partie de l'opération, la deuxième partie derrière. L'idée est la même, ils reçoivent énormément de documents, un peu à la Wikileaks, avec l'ensemble des notes de frais qui ont été officiellement publiées, et ils demandent à leur public, à leurs internautes, de fouiller à l'intérieur de ces documents pour voir s'il n'y a pas quelque chose de choquant. Hein. Vous saviez, je ne sais pas si vous vous souvenez, pardon, mais il y avait des députés qui avaient fait construire une fontaine dans leur jardin, par exemple, qui avaient fait une note de frais pour ça. Il y a eu un scandale énorme sur ces notes de frais, et plusieurs démissions parmi les 14. Donc qu'est-ce qui se passait? L'internaute, s'il arrivait, il voyait s'afficher un des documents. Alors celui-là, il n'est pas très informatif, parce qu'il a été beaucoup... visiblement, c'est simplement une facture de téléphone. Et il a une série de critères à cocher, hein, parce que c'est une preuve, est-ce qu'il n'y a rien à voir, est-ce qu'il y a quelque chose qui ne relève pas des deux autres catégories, donc claims ou proof. Ensuite, est-ce que c'est intéressant ou pas? Est-ce qu'il faut que les journalistes du Guardian aller plus loin dans leur enquête sur ce document-là précisément. Et ensuite, on pouvait afficher une autre page. Et donc, côté Guardian, les types voyaient parmi les milliers de documents qu'ils avaient mis en ligne, lesquels étaient susceptibles d'être intéressants.